Monsieur le ministre, nous vous invitons à donner votre point de vue sur la thématique « Quelle justice pour un Mali meilleur ?» Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie, pour autant d'amabilité dont je me demande si j'ai le mérite. Mais enfin, vous en assumerez toute la responsabilité. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la coordonnatrice du projet Donko Nimaya, chère Myriam, Monsieur le directeur du festival, chers participants, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades de qualité, tout protocole scrupuleusement et religieusement respecté. Je voudrais d'abord exprimer mon grand bonheur d'être de vôtre ce matin, exprimer toute ma gratitude aux organisateurs qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette tribune-là. Je voudrais aussi saluer l'engagement des jeunes rappeurs et de la jeunesse malienne au-delà pour cette thématique de justice. Le thème est pertinent. Churchill, lorsqu'il fut nommé Premier ministre en Angleterre, a tout de suite demandé l'audit de la nation. Alors, un conseiller avisé s'est précipité pour lui dire « Monsieur le Premier ministre, en Angleterre, tout est à terre à part la justice. » Et Churchill de répliquer « Si la justice n'est pas à terre, l'Angleterre n'est pas à terre. » Cette anecdote n'est pas pour étaler un quelconque talent de jeu de mots, mais vous dire, vous l'avez dit, Monsieur le maître de cérémonie, l'importance de la justice dans la marche de tout État, qu'il soit en difficulté ou non. Vous comprendrez aussi ma gêne, ayant été garde des Sceaux par 2 fois, ma gêne de parler de la justice de mon pays. J'entends déjà dire, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? La justice est toujours malade. Mais avant d'entrer dans mon propos, je voudrais chanter, quand bien même je ne suis pas poète. Je voudrais chanter, quand bien même je ne suis pas rappeur. Je voudrais chanter, quand bien même je ne suis pas griot. Je voudrais chanter, quand bien même je ne suis pas artiste. Je voudrais chanter le Mali, mon amour. Socrate avait dit d'aimer sa patrie plus que ses pères et mères. C'était des siècles avant Jésus-Christ. Je voudrais donc chanter le Mali. La chanson, c'est l'hymne au rocher vert. Cette chanson, elle n'est pas de moi. Elle est de Bouna Boukari Douara, qui écrivait à ceux qui sont vêtus de simplicité, à ceux dont la devise est vivre et travailler, à ceux qui sont tannés au soleil, au regard farouche et au cœur de lion, je dis courage, car nos âmes sont dans vos mains. Vois-tu, un jour on nous a dit d'arroser un rocher jusqu'à ce qu'il verdisse, car le rocher est dur et un rocher en feuille est éternel. Les paresseux se sont retranchés, disant à tout moment, c'est folie. Nous, on a commencé les mêmes jours, et durant 5 ans, ce fut une corvée. Quand le rocher fut couvert de mousse, il était minuit. Minuit du 22 septembre 1960, et nous l'avons baptisé Mali. Au réveil, les griots jadis surnommés parasites, en cœur nous firent chanter que ce jour était sans pareil. Quant à toi, mon frère, ma soeur, toi qui prendras la vie après que j'aurai fini la mienne, j'aurais voulu te parler de mon vivant, car je suis témoin. J'ai vu septembre 1960. Ne parle point d'avenir, car il est là brillant comme le soleil. Ne te borne pas aux critiques seulement. Travaille, car la mort, elle non plus, n'avertit pas comme avant la pluie, les tonnerres ou les éclats. À vous tous, à nous tous du rocher vert, à ceux qui ont fermé les yeux, à ceux qui traversent les parcours épineux, à ceux qui viendront après moi, je dis courage et surtout qu'Allah bénisse le Mali. Venant à mon propos, qui consiste à toucher en 2 mots l'accès à la justice et les défis auxquels notre justice fait face aujourd'hui, je voudrais vous dire que si vous attendez de moi un exposé phénoménal, vous serez certainement déçus.
Parce que mon exposé se veut simple. Tellement simple que quand j'aurai terminé, vous vous demanderez s'il a le mérite même de la simplicité. Quand on parle d'accès à la justice, la proportion est grande de ne voir que les tribunaux et les cours. En parlant d'accès à la justice, on vise autre chose. Il y a la justice traditionnelle. Il y a tous les mécanismes pacifiques de règlement des conflits. La justice, entendue en termes d'accès, ne se résume pas aux cours des tribunaux. Il y a donc une définition restrictive qui ne voit en l'accès à la justice que l'accès aux tribunaux et aux cours. Il y a une définition plus large que je pousse qui va au-delà des cours et tribunaux, qui peut atteindre la justice traditionnelle. J'ai retenu peu de choses des mathématiques, mais j'ai retenu une chose, une des rares d'ailleurs, c'est que deux lignes parallèles ne se joignent jamais. Justice formelle, justice étatique et justice traditionnelle ne doivent pas être des systèmes parallèles. L'une peut apprendre de l'autre et évoluer en parfaite symbiose. La justice formelle étatique gagnerait en humilité. La justice traditionnelle pourrait gagner de la part de la justice traditionnelle, institutionnelle, donc formelle, dans le respect des garanties. Vous imaginez si c'est le chef de village qui doit, ou l'imam qui doit trancher un petit litige entre monsieur et madame, lui-même étant convaincu que la dame est bonne à être frappée, il n'y a pas d'accès à la justice. Donc, l'une et l'autre ont à apprendre mutuellement. Au Mali, il y a 3 entraves à l'accès à la justice. La première entrave, elle est psychologique. La justice fait peur. Parce qu'on ignore la justice. La justice fait peur parce que les acteurs de la justice se sont hissés sur un piédestal superbe. À moins de 100 km de Bamako, j'ai vu des justiciables assis à même le sol, le juge perché sur un fauteuil ministériel. Je me suis permis de lui demander qu'est-ce que cela pouvait signifier comme symbole. Et dans le lot, il y avait des chefs de village. Quelle humiliation! Il dit, lui, il est le juge. Ces gens-là ne peuvent pas être à sa hauteur. Le juge s'est mis sur un piédestal qui le fait nécessairement perdre. Il faut qu'on intègre la notion de public servant et non de fonctionnaire. Nous sommes au service des justiciables. S'il n'y a pas de justiciable, il n'y a pas de juge. Il va falloir s'inventer une autre activité professionnelle. La première entrave donc, elle est psychologique. On a peur de la justice. La justice fait peur. La prison est systématique. Quand on y entre facilement, mais pour en sortir, c'est tout un tas de complications. La deuxième entrave à l'accès à la justice, elle est économique. Oui, la justice a un coût. Il faut un avocat. Il faut souvent payer une expertise. Il faut se déplacer. Tout le monde ne peut pas faire face à ces coûts-là. D'où la nécessité d'une assistance judiciaire. Or, malheureusement, l'assistance judiciaire au Mali n'est pas fonctionnelle. Je le dis, je le confesse, après avoir été garde des Sceaux par 2 fois. L'assistance judiciaire au Mali n'est pas fonctionnelle. Nous avons des commissions d'office à l'occasion des sessions d'assises, mais l'avocat a à peine rencontré une seule fois son client. Et le procès est souvent pipé avant le renvoi aux assises. Or, la commission d'office n'intervient qu'au stade du jugement. L'État n'aide donc pas les plus vulnérables à accéder à la justice d'un point de vue économique. La troisième entrave à la justice, c'est l'entrave géographique. Vous imaginez quand vous entamez une procédure de divorce à Aguelok, du temps où le tribunal de Kidal fonctionnait, le juge de Kidal se prononce, si l'un des plaideurs n'est pas d'accord, il relève appel, il faut venir à Mopti. Et cela n'est pas suffisant.
Quand la cour d'appel, l'un des plaignants n'est pas satisfait, il faut faire pourvoi venir à Bamako. Et vous savez, malheureusement, avec les renvois intempestifs, vous perdez des mois, des années à résoudre un litige que le djihadiste peut résoudre en 5 minutes. D'où la préférence, malheureusement, de nos concitoyens pour cette justice expéditive. Mais la nôtre souffre de lenteur excessive qu'il va falloir corriger. C'est dans la loi, mais c'est aussi les hommes qui n'ont pas toujours intégré cette dimension résultat, cette dimension de servir le justiciable et non d'être au bureau à 8 h et de ressortir à 16 h. Malheureusement, c'est la logique des fonctionnaires. Être présent au bureau, sur le lieu de travail, le temps légalement imparti. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Voilà donc les 3 entraves à l'accès à la justice. J'aborde maintenant les défis actuels de notre justice. Le premier défi, c'est une lutte incisive contre l'impunité, ou plutôt le sentiment d'impunité. Je vais vous dire à quel point le simple sentiment d'impunité est la source nourricière du crime. Pour vous convaincre, je vous parle de cette anecdote racontée par un notaire anglais du XVIIe siècle, le professeur Madan, qu'un avocat lui aurait raconté. L'avocat a été surpris de revoir un de ses anciens clients assis devant le bureau du procureur. Il dit, mais monsieur, comment se fait-il que vous ayez encore maille à partir à la justice, vous qui avez échappé de peu à la mort? Et le repris de justice, donc le délinquant lui répondit, vous savez, cher maître, il y a tellement de chance en notre faveur et tellement peu contre nous que je suis le premier surpris d'être là aujourd'hui. D'abord, les chances sont élevées de ne pas être recherché. Si recherché, d'être retrouvé. Si retrouvé, d'être arrêté. Si arrêté, d'être jugé. Si jugé, d'être condamné. Si condamné, d'être exécuté. Ça, c'est la sève nourricière du crime. Et tout ce que nous avons comme violation au nord, au centre et au sud prennent leur source dans une réponse pénale très timide, avec des liens avec le contexte sécuritaire. Vous savez, la justice, elle a beau avoir la volonté, mais sans la sécurité, elle ne vaut guère plus qu'un papillon au milieu d'un tourbillon. Donc, il faut engager et réussir de façon incisive cette lutte contre l'impunité pour arrêter toutes les violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Il faut désamorcer la bombe foncière. 50% de nos litiges ont un lien, même en matière pénale, ont un lien avec le foncier. Il faut désamorcer. Il faut trouver les mécanismes qu'il faut. On a beaucoup essayé, mais je ne désespère pas. Il faut plus de célérité dans les procédures, surtout en matière pénale. À la tête de la CNDH, nous avons, à notre corps défendant, contribué à faire libérer des criminels qui étaient en détention provisoire depuis plus de 11 ans. On n'a pas le choix. 11 ans sans être jugés, parce que le dossier est perdu. Mais ils étaient poursuivis, ça c'est connu, pour des faits très graves. Mais à notre corps défendant, on a été obligé de contribuer à leur libération, comme le prévoit d'ailleurs notre Constitution. Il faut évidemment de meilleures conditions de vie et de travail des acteurs de la justice. Ne vous plaignez pas du fait qu'on a donné tel ou tel montant à des magistrats ou à des acteurs de la justice. Ça, c'est du point de vue du traitement. Le magistrat qui se demande la nuit comment il va soigner son enfant demain, comment il va payer sa scolarité demain, a de fortes chances d'être corrompu le lendemain avec le premier venu. Il faut donc les mettre à l'abri. Oh, je ne me berce pas d'illusions. Le salaire ne suffira jamais, il ne suffit d'ailleurs jamais.
Mais avec cette augmentation, on pourra avoir une masse critique d'acteurs de la justice dédiés au bon fonctionnement du service public de la justice. Il faut améliorer les conditions de travail aussi. Vous savez, il y a des juridictions au Mali qui ont un budget de fonctionnement de 30 000 francs par mois. On ne le sait pas, on ne le dit pas. Mais à longueur de journée, les magistrats sont tenus de mettre la main à la poche pour assurer le transfèrement des détenus. Et quand un détenu est libéré, il n'y a aucun fonds pour permettre son acheminement. C'est pour cela que certains, au sortir de la prison, parce que ne disposant pas de transport pour rallier leur famille, vont commettre un petit larcin et vont retourner en détention. Ça aura servi à quoi? Donc il faut améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la justice. C'est pour cela que nous avons pris l'une des bonnes rares actions, l'initiative de cette loi d'orientation du développement du secteur de la justice. Au demeurant, je n'ai pas connaissance d'un pays où les gens sont toujours satisfaits de leur justice. Parce que la justice a de particulier que quand elle intervient dans 100 dossiers, elle fait au moins 50 mécontents. Le médecin peut recevoir et guérir 100 patients, tous contents de lui. Au surplus, lorsqu'on gagne un procès au Mali, ce n'est pas le bon juge qui a fait le bon travail. C'est sa bonne étoile. C'est le marabout au fond de sa chambre. C'est le pasteur. C'est sa maman qui a été une femme obéissante. Mais ce n'est pas le juge qui a fait son travail. A contrario, lorsqu'on perd un procès, même quand on n'a pas le bon goût, on s'acharne sur le juge. Ah oui, l'autre a payé. Ce n'est pas toujours évident. Il y a la perception de la corruption. Vous savez, j'ai la chance d'avoir été magistrat, j'ai la chance aujourd'hui d'être avocat stagiaire. Passez-moi l'expression, parce que je n'ai pas eu le temps de valider, quand bien même je suis admis au barreau depuis 2010, je n'ai pas eu la chance de valider mon stage, à cause des contraintes professionnelles. Vous avez, des gens viennent avec leurs clients ou des intermédiaires, ils les font asseoir dehors, prennent de l'argent, ils rentrent dans le bureau du juge, ils ressortent. Ouais, je lui ai donné. Et quand il n'y a pas de résultat, l'autre prend la rue pour dire on a donné l'argent au juge. Il n'y a jamais d'écrit. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre eux. Je ne nie pas la corruption, mais il y a une perception de la corruption. En France, en 2015, il y a eu une étude sur le niveau de satisfaction des citoyens. 75% des Français avaient une mauvaise opinion de leur justice. Quand Jean de La Fontaine écrivait des siècles plus tard, avant nous, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il ne parlait pas de la justice du Mali. Quand vous avez ces déferlantes dans les rues de Détroit, de Los Angeles, de New York pour dire no justice, no peace, il ne s'agit pas de la justice du Mali. Ils se rebellent contre la justice de la Grande Amérique, une grande démocratie. Je ne voudrais pas dédouaner la justice. Je voudrais clore mon propos par vous remercier encore une fois de m'avoir convié et associé à ces débats si enrichissants. Vous dire, comme Blaise Pascal l'avait dit, ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force afin que force et justice fussent et que la paix fût. Je vous remercie.